Bien, je vous propose de démarrer ce webinaire que nous consacrons donc à un sujet différent, c'est le moins que l'on puisse dire, hein. D'ailleurs, on peut même se poser des questions sur l'opportunité de le traiter dans le cadre de l'informatique, mais je vais répondre à ça tout à l'heure. Donc, nous allons parler d'un sujet parfois très douloureux, qui est celui donc de l'autisme. Alors, c'est un sujet qui concerne plutôt, c'est pas technique, hein, c'est un sujet qui concernera plutôt, on va dire, des ressources humaines, mais le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, en résumé, un certain nombre d'autistes, ceux que l'on va caractériser par le syndrome d'Asperger, eh bien, ont des qualités absolument étonnantes qui sont et peuvent être exploitées dans le cadre de l'informatique. Ce que ne comprennent pas toujours les ressources humaines et qu'elles ignorent parce qu'elles ne connaissent pas, elles ne savent pas de quoi il s'agit, tout au moins pas suffisamment. Alors, je vais donc partager, comme d'habitude, mon écran, hein. Alors, autisme, donc, une chance pour l'informatique. Car c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut aborder les choses, et je vais essayer de vous convaincre, disons, d'avoir des idées, hein, de recueillir des idées qui soient un peu plus en conformité avec la réalité de ce que nous vivons. Alors, d'abord le sommaire, hein. Le sommaire, eh bien, on va donc rappeler quand même qu'il s'agit d'un sujet très délicat et pourquoi c'est un sujet délicat. On va expliquer pourquoi je fais donc ce webinaire et pourquoi je le consacre donc à l'autisme, hein, sachant que j'ai eu l'occasion donc de travailler avec certains d'entre eux, que je reste encore aujourd'hui absolument ébloui, à condition d'avoir pris un certain nombre de précautions de communication qui nécessitent donc d'apprendre de quoi il s'agit. On va parler de TSA. D'abord, on va rappeler un peu de quoi il s'agit, de TSA, de TED, de syndrome d'Asperger, et donc de quoi l'on parle. Je vais quand même positionner mon propos sur le fait que finalement, Asperger, au moins et l'autisme en général, c'est un désordre neurologique. Ce n'est pas une maladie. Encore une fois, il faut se mettre dans la tête cette chose-là, ce n'est pas une maladie. De toute façon, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on est tous malades. C'est simplement une organisation du cerveau, du comportement neurologique du cerveau, qui fait que certains sont un peu différents. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, il faut quand même reconnaître quelque chose, c'est que la plupart du temps, dans les pays actuellement dans le monde, hormis peut-être le Canada, et puis la Finlande, la Suède, la Norvège, disons le Danemark, les pays d'Europe du Nord, on est quand même très à la traîne. Je pense que non seulement on ne comprend pas, ce qui est normal, mais en plus on a peur. Donc on a peur, on se dit, oh là là, je mets mon mouchoir là-dessus, ça ne me concerne pas. Je pense que si, ça nous concerne. Donc on va expliquer, on va donner quelques chiffres intéressants concernant ce fameux cerveau donc, de 100 milliards donc, de neurones. Bien. On va expliquer, alors, le problème, si vous voulez, c'est que mon propos ne concernera pas tous les autistes. Alors, les chiffres que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 60 à 100 personnes sur 10 000, et non pas sur 1000, qui sont atteints, disons, d'un dérèglement neurologique, c'est-à-dire à peu près, on va dire 0,6 à peu près à 1%. Mais parmi ces différentes formes d'autisme, il y a ceux qui ont, disons, qui ont un autisme de haut niveau, comme on dit, c'est-à-dire le syndrome donc d'Asperger. Et eux sont à peu près, représentent à peu près 3 personnes sur 10 000, c'est-à-dire pas beaucoup. Alors c'est vrai que cette population que je cible aujourd'hui avec vous, eh bien, elle est quand même relativement limitée par rapport à la population des autistes. C'est vrai. Mais je ne suis pas médecin. La seule chose que je vois, c'est que j'essaie d'apporter on va dire une perception, un point de vue, un éclairage, qui est celui d'un informaticien qui se dit, mais comment est-ce que l'on peut travailler ensemble et bénéficier de leurs qualités qui parfois sont absolument extraordinaires? Car c'est bien comme ça qu'il faut voir les choses.
Je pense qu'il faut se méfier, on va l'expliquer, donc des référentiels d'évaluation, parce que comme on va le montrer, on évalue, si vous voulez, les autistes sur des bases qui sont très, très mauvaises pour eux, et en particulier sur les critères de communication. Vous voyez, donc ça, c'est très embêtant. Alors, évidemment, ils sont mal placés. Mais si il y a d'autres façons, d'autres référentiels qui permettent donc de se faire une opinion et de positionner donc les autistes par rapport à ces échelles-là, on s'aperçoit que, et je vais donner quelques-unes, finalement, eh bien, ils peuvent se situer très très haut. Donc ça dépend, il faut se méfier donc des référentiels. Et puis par ailleurs, ne pas confondre ce qu'on appellera les surdoués, ou plutôt les hauts potentiels intellectuels, hein, les HPI avec Asperger. Ce sont des choses différentes. Et comme j'en ai un peu assez d'entendre des âneries sur le sujet, j'ai fait une petite comparaison entre les deux et montrer, bien sûr, il y a des éléments qui sont les mêmes. Hein. Donc, il y a quand même des éléments donc, de rapprochement qui sont forts. Mais il y a aussi des différences qui sont importantes. Donc, ne pas confondre HPI avec Asperger. Alors, les fameuses caractéristiques donc, extraordinaires donc, d'usage d'Asperger, on va pouvoir les utiliser dans le big data, dans le BI, dans certaines applications d'intelligence artificielle. Et puis, je vous montrerai que les challenges qui nous attendent maintenant, et je pense entre autres à la programmation en mécanique quantique, je pense à des choses comme ça, où il faut s'abstraire d'un certain nombre de concepts que l'on a pratiqués depuis toujours pour en pratiquer d'autres d'une manière tout aussi détaillée. Hein. Et là, nos amis autistes sont souvent particulièrement brillants. Ce qui, bien entendu, va susciter l'intérêt des prestataires, les grands prestataires, vous croyez qu'ils font ça par philanthropie? Peut-être qu'il y a une question d'image, je veux bien l'admettre, mais c'est aussi parce que c'est très utile. Les SAP, les IBM, les Microsoft et d'autres trouvent un intérêt à constituer des équipes qui seront très performantes dans un certain nombre de domaines. Et ce n'est pas uniquement par philanthropie. Et donc, on va quand même montrer que on finit par presque se demander que pour être brillant, est-ce qu'il ne faudrait pas être autiste au fond? Parce que quand on voit la panoplie de personnages qui sont officiellement, on va dire, autistes, dans le domaine scientifique, dans le domaine informatique, on se dit qu'après tout, pourquoi pas? Et d'ailleurs, c'est ce qui se dit actuellement concernant Elon Musk, parce que Elon Musk a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'il était autiste. Et beaucoup de gens se demandent si c'est pas une espèce d'image qu'il essaye un petit peu de se forger. Vous voyez, on en est quand même là. Hein. Donc, des personnages célèbres, je terminerai donc mon propos par l'approche que je recommande, qui doit être différente absolument de celle que nous pratiquons aujourd'hui. Alors, j'ai simplement voulu mettre un personnage en évidence parmi d'autres. Hein. Alors, j'ai choisi Nikola Tesla, qui est un Serbe, qui était autiste, et qui avait, il y a 100 ans, déjà dit que l'énergie, et en particulier l'énergie électrique, devait être transportée par une onde électromagnétique et non pas par des câbles. 100 ans après, Nikola Tesla, on a démontré que Tesla avait raison. Et que l'option qui avait été prise, en particulier à New York, de faire des énormes batteries, des trucs gigantesques pour alimenter la ville à la fin du 19e siècle, eh bien, ce n'était pas forcément une bonne option. Et on le voit aujourd'hui, puisqu'on paye ces paris que nous avons faits à l'époque. Nikola Tesla, autiste, avait donc pensé et imaginé donc, ce que pourrait être le transport de l'énergie électrique. Et vous allez voir que dans le futur, eh bien, il y aura beaucoup de ces prédictions et qui vont donc se réaliser. Alors, d'abord, pourquoi ce webinaire? Hein? Alors, je viens de vous dire, hein, les enjeux qui sont devant nous donc, font appel à des qualités que tout le monde n'a pas. Vous voyez, donc, et que les développeurs, les architectes n'ont pas nécessairement. Et je vais en donner quelques-unes de ces qualités. La réutilisation du code, l'urbanisation, elle nécessite d'avoir un code qui soit d'une qualité parfaite. Pourquoi? Parce qu'il va être réutilisé. Non seulement il doit être efficace et rapide, mais en plus, quelque chose qui soit bien conçu. Bon. Il se trouve que c'est une qualité, la recherche de la qualité, hein, qui est très forte chez les autistes.
une espèce de course au détail que certains peuvent juger comme étant une obsession. C'est peut-être un petit peu vrai, d'ailleurs. Mais en tout cas, ça donne des résultats qui sont absolument sidérants. Et donc, dans le cadre de l'urbanisme, voilà une qualité qui sera utilisée d'une manière intéressante. La distribution des applications, tout ce qui est base de données, dans les systèmes d'information que l'on dit aujourd'hui éclatés, hein, implique donc des architectures qui sont beaucoup plus complexes que par le passé. Et donc, ça ne laisse aucune place à l'à peu près. Or, ça, l'à peu près, ça n'existe pas pour un autiste ou un Asperger. Ce n'est pas possible. Et donc, voilà encore donc, un domaine qui explique tout ça. La gestion de projet, quand vous regardez les options qui ont été prises dans la gestion de projet agile, entre autres avec Scrum, on a fait un choix qui est celui de l'incrémentation et non pas celui, on va dire, des itérations. Je parle de Scrum, là, on peut aussi utiliser des itérations, on va les mélanger, mais dans le cas de Scrum, on parlera d'incrémentation, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un objet, je viens de dire, en fait c'est l'inverse, c'est une itération, pardon. Donc on va prendre un objet que l'on va donc développer, et ce sera une version qui sera mise en production et qui sera définitive, et sur laquelle, normalement, je ne reviendrai pas. Je fais donc des itérations, d'accord, et je ne fais pas donc d'incrémentation. Je n'incrémente pas un module dont je me suis déjà occupé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut atteindre la quasi-perfection. Puisqu'on vous dit de ne pas revenir dessus, il faut donc que ça marche du premier coup. Bon. Et puis, on peut imaginer aussi la nouvelle répartition des équipes de postes de travail. Avec l'arrivée du Covid aujourd'hui, on travaille de plus en plus à distance. Or, est-ce que c'est dû à une certaine introversion? C'est vrai, de la part des autistes, mais en tout cas, ils s'adaptent parfaitement à ce mode de travail qui est un travail moins en équipe, même ils sont tout à fait capables de travailler en équipe. Bon. Moi, vous voyez, je crois que les autistes donc, développent donc, des qualités dont on a besoin. Cela dit, de mon point de vue, pourquoi est-ce que je fais ce webinaire? Eh bien, c'est parce qu'on a, nous, côté TI informatique, on a intérêt à s'intéresser de très près à ce que on va dire, ce groupe peut nous apporter. C'est donc un point de vue qui est extrêmement égoïste, hein, donc ça peut nous apporter beaucoup de choses. Alors, bien entendu, on est un peu en décalage, parce que quand on écoute la presse, qu'on regarde la télévision, on ne nous parle que des fameux syndromes de Rett ou de Kanner, qui sont toujours ça correspond aux versions de l'autisme qui sont les plus dures à supporter, hein, donc qui sont très traumatisantes. Donc, c'est vrai qu'on a un peu peur de ça, mais par contre, si on parle d'Asperger, eh bien, on a tout intérêt à mettre donc ces gens donc, avec nous. Et ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Il y a des pays dans lesquels il y a 90% des autistes qui sont sans emploi, ce qui n'a pas de sens. Et il y en a d'autres pour lesquels ça tombe à 15-20%. Donc il y a vraiment un déséquilibre entre les pays. Et d'ailleurs, ça correspond, ce qui est tout à fait normal, à la prise en compte du phénomène donc, de l'autisme. Alors, moi, je maintiens qu'il y a beaucoup à gagner. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce webinaire. Il y a beaucoup à gagner dans cette réflexion, hein, réflexion donc, et raisonnement qu'on a déjà fait avant nous, IBM, SAP et beaucoup d'autres. Et puis, je pense, si vous voulez, que dans le cadre de ce que nous faisons ensemble, il n'y a pas que les côtés techniques. On a déjà évoqué les aspects tels que le bore-out, c'est-à-dire le drame d'être au travail, mais finalement de n'avoir rien à faire. Eh bien, pourquoi? Parce que ça fait partie de notre environnement. Un responsable informatique doit aussi passer du temps sur les problèmes psychologiques que peuvent ressentir donc, les équipes. Eh bien, l'autisme, à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer maintenant. Ça, c'est une évidence. Bon, alors, surtout ne pas considérer, on va le voir maintenant, l'autisme comme une maladie. Et j'ai repris pour exprimer ça ce que disait donc une compagnie de consulting qui s'appelle Auticon, qui est une compagnie donc allemande, dont les 2/3 des employés sont autistes. Et il vous dit que si vous allez chez eux, eh bien, il n'y a pas d'infirmiers à tous les coins de bureau. Hein. Il n'y a pas, oui, c'est pas ça. Ça se passe tout à fait normalement. Hein. Et elle prétend maintenant que le fait d'avoir intégré les 2/3 d'autistes, hein, c'est vrai qu'il y a une dimension très sociale également dans le comportement donc, de Auticon, eh bien, ça lui a permis donc, de s'adapter avec succès
aux périodes imposées de confinement et de télétravail, ce qui rejoint donc ce que je disais il y a un instant. Donc, ça fait partie, on va dire, de notre périmètre. C'est pourquoi nous passons du temps là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est un sujet très délicat. Très délicat, on vient de le dire, parce que la perception de l'autisme est terriblement négative. Et ce que je répète aussi, on a en tête, si vous voulez, la lourdeur de l'accompagnement pour les formes les plus handicapantes, celles que je viens d'indiquer à l'instant. Mais encore une fois, l'autisme, ce n'est pas que ça. Et en particulier, entre l'autisme et puis certaines catégories intellectuelles, eh bien, il y a des liens qui sont des liens presque naturels et qu'il faut donc considérer. Et en plus, moi je pense que ce n'est pas parce que le sujet est délicat, maintenant vous connaissez notre point de vue, qu'il faut donc l'ignorer. Cela dit, il faut quand même se placer avec respect, prudence, et puis laisser la place à ceux qui savent dans leur domaine, c'est-à-dire les médecins, les chercheurs, les employeurs. Nous sommes informaticiens, nous percevons ça d'une certaine manière, on ne sortira pas trop donc de là, on tiendra compte de l'avis de ces spécialistes. En fait, comme vous le disiez, on a tendance à ne parler que des troubles de communication, alors que ce n'est pas du tout ça, des Asperger. On s'appellera comme ça d'une manière un petit peu amicale, vont développer des qualités d'intelligence, des qualités cognitives qui sont particulièrement exceptionnelles. Et donc, c'est à nous d'organiser donc l'accueil de ces personnes pour leur permettre d'évoluer dans un cadre rassurant. Parce que je pense que tout le monde sera gagnant. Il faut que nous fassions un effort. Il faut que les ressources humaines adaptent l'accueil, la façon de travailler à ces personnes-là. Après tout, on peut le faire pour d'autres catégories d'employés. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour, je rappelle, on a tout à gagner. Alors, je vous ai dit il y a 2 minutes que donc entre 30, disons, et 100%, donc 90% donc des autistes n'ont pas de travail actuellement, ce qui ne peut évidemment qu'accentuer donc le sentiment d'abandon qu'ils peuvent ressentir. Ils sont extrêmement sensibles. Alors bien sûr, vous voyez sur cette image la présence d'Alan Turing, qui est un petit peu le fil rouge de ma présentation, cet homme extraordinaire qui a probablement été l'un des plus grands mathématiciens depuis 200 ou 300 ans, et on rappellera un petit peu ce qui lui est malheureusement arrivé. Alors, je reprends l'exemple du cerveau. Le cerveau, c'est 80 à 100 milliards de neurones qui communiquent avec des relations de type physico-chimique, avec des axones et puis les dendrites. On en a déjà parlé. Dans un cerveau, il y a 160 000 km d'axones, vous voyez le câble entre les neurones. On reconnaissait qu'il y a quand même de quoi s'y perdre, parce que c'est gigantesque. Et chez Boulet, il n'y a aucune raison pour que cette énormité de réseaux puisse fonctionner de la même manière pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y a forcément des diversités. Je dirais même qu'il n'y a pas 2 personnes au monde qui ont un comportement cognitif et un comportement intellectuel de leur cerveau qui soient le même. Ce n'est pas possible. Alors, j'ai pris un chiffre. Imaginez que pour analyser la relation entre 2 neurones du cerveau, vous mettiez 1 seconde. Eh bien, si vous vouliez analyser la totalité du cerveau, ça vous prendrait 67 000 milliards d'années pour y arriver. Et bien entendu, d'ici là, moi, je serai en retraite. Vous comprenez? C'est tellement gigantesque qu'il ne faut pas s'étonner, et surtout ne pas avoir la prétention de dire que l'on comprend et qu'on va, vous voyez, canaliser tout ça, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, il faut avoir, à mon sens, donc moins de jugement donc définitif, parce que nous n'avons aucune compétence pour ça. Il faut bien voir. Et donc voilà. Il y a 8 milliards, paraît-il, depuis quelques semaines de bipèdes donc, sur la planète, et je vous le dis, il n'y a pas 2 personnes qui agissent et qui se comportent de la même manière. C'est une extraordinaire machine, le cerveau. Ceux qui en ont, bien sûr. Alors, j'accepte, bien sûr, les joueurs de soccer, football, et puis même aussi quelques joueurs de hockey, pardonnez-moi mes amis du Québec. Mais bon, hormis donc ces cas quand même qui sont des cas atypiques,
si vous voulez, tout le monde est doté d'un cerveau qui est quand même une machine absolument prodigieuse et que l'on commence simplement à comprendre et donc de là avoir un tout petit peu de notre côté, un petit peu donc on va dire, de modestie. Bien. Alors, pourquoi est-ce que j'essaie de vous démontrer en tout cas que les autistes ont souvent des qualités supérieures aux nôtres dans certains domaines de l'informatique parce que c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Bon. Alors, je crois que, si vous voulez, j'ai voulu prendre un exemple. Hein. J'ai pris un exemple qui est celui du codage. J'ai pris ici, sur la partie droite de mon écran, vous avez une symbolique avec des instructions en C qui sont des instructions de rupture. Alors en C, vous avez le break qui permet de sortir d'une itération, on interrompt donc son déroulement normal, on n'a pas fini l'itération, mais c'est tout, on arrête. Il y a le continu qui permet d'arrêter aussi une itération et de continuer le traitement à l'instruction qui se situe juste après. Vous voyez, donc là, on fait un continu, qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres langages. Hein. Les boucles imbriquées, les fameuses boucles imbriquées, hein, if, else, tout ça imbriqué, d'accord. Et puis vous avez les goto, c'est-à-dire les branchements inconditionnels. Bon. Imaginez que vous ayez un programme normal qui fasse 20 000 lignes. Bon. Si vous avez utilisé en C des instructions de rupture comme ça, je veux dire, un bipède normal est incapable de savoir où il est. C'est-à-dire que lorsqu'il va faire une maintenance ou une mise à jour de son code, il ne saura plus du tout à l'exécution où il va se trouver. Vous voyez, ce n'est pas possible. Or, il se trouve, et je l'ai vécu, que certains autistes eh bien, perçoivent mieux que nous la cinématique du déroulé du programme. Et même avec des instructions de rupture comme ça, il est capable, sans nécessairement se référer à un organigramme, ce que nous faisons, hein, et bien dire, voilà ce qu'il faut que je fasse. Là, ici, je mets un goto à tel endroit, mais je sais qu'il y a eu un break avant ou un continu. Vous voyez, il sait ce genre de choses. Je suis incapable de vous dire pourquoi expliquer ce phénomène, mais c'est la réalité. C'est la réalité, et je l'ai vu. Je l'ai vu, et je l'ai vu chez quelqu'un qui n'avait jamais programmé de sa vie. Alors, ce n'était pas du C, c'était du Fortran. Mais finalement, c'était la même chose. Il y avait des goto, et je voyais ce garçon coder en Fortran, et il tapait les instructions goto vers une étiquette, ce qu'on appelle une étiquette en Fortran. Donc, en fait, c'est une adresse de logique d'une instruction dans le programme, sans s'inférer à un organigramme. Je dis, mais c'est pas possible. Comment vous faites? Je ne sais pas, c'est normal. Tout lui paraissait normal. Je peux vous dire que depuis ce jour-là, plus rien ne me paraît normal. Donc, vous voyez ces instructions, donc voilà. Alors, c'est vrai qu'à une certaine époque, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des autistes avec nous, Asperger, hein, dans les années 80 à 2000, on a beaucoup utilisé ces programmes avec des goto conditionnels, non inconditionnels, etc. Et qu'aujourd'hui, on va récupérer une masse énorme de programmes écrits en COBOL, par exemple, et qu'on est bien embêté pour arriver à suivre le déroulé des programmes. D'autant plus qu'on ne sait plus se servir donc d'un dump, qui est un vidage mémoire, comme on le faisait donc autrefois. Voilà. Et donc, c'est curieux, mais ils ont cette capacité de voir et de comprendre une cinématique que le commun du mortel des développeurs, chefs de projet ou informaticiens n'a pas cette capacité. Alors, on peut au moins se poser des questions. On me l'aurait dit, j'aurais cru, mais je l'ai vu, et encore aujourd'hui, j'en reste donc ébloui. Alors, c'est vrai que l'informatique est un carrefour qui est extrêmement révélateur. Hein. Et donc, on voit bien que avec énormément d'aspects qui mettent en évidence les qualités intrinsèques donc, des autistes. Alors, pour bien situer les choses, je vous ai dit, je rappellerai donc, un certain nombre donc, de définitions, hein, parce qu'il faut être prudent sur les mots. Ce qu'on appelle le TSA. TSA, ce sont les troubles du spectre autistique. D'ailleurs, on parle souvent de spectre autistique et le syndrome d'Asperger se situe, est l'une des formes donc, de TSA.
Ça nous arrive également de parler de TED, qui sont donc les troubles envahissants donc, du développement. Bien. Alors, je voudrais faire référence ici à un certain nombre de personnages, et en particulier deux Canadiens, deux Québécois. Il y a Laurent Motron, qui est le premier très connu dans le monde de l'autisme, hein, et c'est lui qui a détecté les qualités exceptionnelles d'une personne qui s'appelle Michelle Dawson, qui travaillait au Poste canadien. Et l'a fait entrer donc à l'Université de Montréal en 2004. Et donc, avec le succès donc, que l'on lui connaît aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'elle est présidente, on va dire, d'une espèce d'association donc, à caractère universel qui regroupe donc, les autistes et surtout qui agit en faveur donc, de meilleure compréhension donc, de l'autisme. Et ça, on le doit évidemment donc, à Laurent Motron et à Michelle Dawson. Alors, Michelle Dawson, donc, elle disait elle-même que les autistes ne sont pas des versions défectueuses de monsieur et madame tout le monde, mais ce sont des personnes différentes. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai commencé par là, c'est simplement une organisation du cerveau qui est différente de celle de mon voisin. Et qui vous dit qu'elle est meilleure ou qu'elle est moins bonne? Ça non, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Michelle Dawson donc, et Motron préconisent la même approche que celle qui est née aux États-Unis, c'est à peu près dans les années 90, hein, ce qu'on appelle la neurodiversité. Et en fait, ce sont des êtres qui se caractérisent par une certaine neurodiversité. Ils sont différents du point de vue neurologique. Mais personne ne me dit qu'ils sont malades. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc, et les gens normaux, ils les désignent par neurotypiques. Hein, vous voyez, donc, une façon donc, de désigner donc, ces personnes-là. Alors, ces personnes, donc, Motron et Dawson estiment, et ont suivi ça de très près, donc, que l'autisme n'est pas une maladie mentale, mais c'est donc bien une autre forme de comportement cognitif, autrement dit, d'intelligence. Voyez. Alors maintenant, ils ont une approche qui est différente, des comportements qui sont différents. Je suis d'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont malades. Il faut arrêter donc avec cette plaisanterie-là. Alors, il y a moi je vois quatre formes principales d'autisme aujourd'hui, ce qu'on appelle l'autisme de haut niveau. C'est ça le syndrome d'Asperger. Je rappellerai dans un instant rapidement ce qu'est Hans Asperger, donc celui qui est le premier, donc, dans les années 40, mis en évidence, on va dire, ce qu'on peut appeler aussi un désordre neurologique par rapport à l'ordre, mais on peut aussi inverser donc les rôles. Hein. Alors, c'est un autisme léger, Asperger, sans déficience intellectuelle. Il n'y a pas de perte de qualité de ce point de vue-là. Par contre, il y a une évidence, une forte altération donc, des interactions sociales. Bon, alors en général, ce sont des personnes qui ont un intérêt, des activités qui sont assez, on va dire, assez restreintes, très stéréotypées, répétitives. Au fond, quand on se rappelle le film d'Alan Turing, le metteur en scène insistait beaucoup sur les relations entre Alan Turing et puis ses collègues. Bon, il avait une tendance assez forte, quand il trouvait quelqu'un qui était un abruti, de lui dire « vous êtes un abruti », parce que ça n'a pas forcément une connotation aussi négative que pour nous. Mais les relations sociales ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais en tout cas, d'un point de vue cognitif et intelligence, il n'y a aucune altération de ce point de vue-là. Par contre, l'autisme, alors de Kanner, sur lequel je n'insisterai pas, on appelle ça aussi donc l'autisme infantile. Lui, c'est une forme sévère hein, qui se déclare dès l'enfance et avec des troubles vraiment très graves de communication et d'interaction sociale. Là encore, avec des comportements donc, répétitifs et stéréotypés qui apparemment n'ont pas de signification, il n'y a pas de symbolique donc, particulière. Bon, c'est vrai. Ils sont en général assez perturbés du point de vue du sommeil et ils ont des troubles de l'alimentation. Ils ont des épisodes colériques assez agressifs et surtout font preuve de phobie. Des phobies assez étonnantes. Ça, c'est un syndrome qui est très difficile. Et c'est vrai qu'on s'intéresse particulièrement à ça parce que pour les familles, les collègues, les parents, les frères et sœurs, c'est quelque chose quand même qui est compliqué. Alors le syndrome de Rett, curieusement, on le trouve pratiquement que chez les filles. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas c'est comme ça.
C'est l'arrêt, à un moment donné, du développement des capacités. En général, c'est là très tôt, hein. Au début de l'enfance, paf, ça s'arrête. Perte partielle ou totale du langage, il ne marche plus. Là encore, avec des gestes stéréotypés, ils passent leur temps donc, à se ventiler et ils ont toujours un retard mental qui est très sévère. Mais ça n'a rien à voir avec donc, Asperger. Et puis, vous avez également une quatrième forme donc, on va dire, d'autisme, ce qu'on appelle le trouble désintégratif de l'enfance. C'est là encore la perte de capacité acquise, ce qui est terrible à vivre. La perte d'intérêt aussi pour l'environnement social, et en particulier pour la famille, c'est l'altération des capacités donc, de communication, et là encore des mouvements stéréotypés donc, et répétitifs. Alors, mon point de vue dans mon webinaire aujourd'hui, c'est quoi? Comment faire, nous qui sommes au TI, pour faire de la place aux autistes Asperger, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils se sentent bien? Parce qu'ils ont quand même, par moments, des comportements qui peuvent nous dérouter. On n'a pas à les juger, hein. C'est simplement, ça peut nous dérouter, ce qui est tout à fait logique. Hein. Alors, vous savez qu'on parle également souvent de triade. On parle de triade autistique quand on parle des troubles de la communication, l'altération donc des interactions sociales et puis les anomalies donc comportementales. Alors, on va donc s'intéresser plus particulièrement donc, au syndrome d'Asperger. Alors, Asperger, vient du nom de Hans Asperger, qui a été le premier à s'intéresser donc et à formaliser le syndrome qui porte son nom. 80 ans plus tard, la communauté n'a malheureusement, et je l'ai dit au début, n'a pas suffisamment fait de progrès aujourd'hui pour mieux aborder donc le syndrome qui peut être extrêmement utile à cette communauté. Et on le considère toujours comme une maladie. Alors, ça fait partie donc des TSA. Hein. Alors, le syndrome d'Asperger a été décrit donc, en 1943, donc ça fait quand même assez longtemps maintenant, mais en 1981, une autre date importante dans ce milieu-là, c'était celui où une psychiatre très célèbre qui s'appelle Lorna Wing a redéfini un peu le périmètre d'Asperger, donc a apporté des compléments d'appréciation. Alors, les caractéristiques d'Asperger avec lesquelles nous devons nous adapter. Hein, voilà. Difficultés relationnelles et sociales, ça c'est incontestable. Difficulté à reconnaître des émotions et à les gérer. Particularités verbales et non verbales. Par exemple, ils sont très sensibles au ton de la voix. Ils ont souvent un langage précieux. Ils ont des difficultés à comprendre certaines métaphores. Le sens figuré, l'ironie, pas toujours à l'aise donc avec ça. Ils ont quelques difficultés parfois, ne serait-ce que dans la conversation. C'est vrai, ça c'est Asperger. Dans la compréhension, parce qu'ils sont câblés pour donner plus d'importance aux détails qu'au global. Donc ça peut poser des soucis de compréhension. Ils ont des intérêts comme beaucoup d'autres formes d'autisme qui sont restreints en nombre, hein, mais très forts en intensité. Lorsqu'ils ont un pôle d'intérêt, qui peut être par exemple la programmation, des machines quantiques aujourd'hui, ils se consacrent là-dessus, ils se concentrent là-dessus d'une manière effarante et vous ne pouvez plus les sortir de là. Donc c'est tout à fait extraordinaire en termes, on va dire, d'intensité. Ils ont parfois une certaine maladresse motrice. C'est pas gênant pour se servir d'une souris, c'est pas ça qui va nous poser des problèmes. Ils ont besoin, donc, ils ont quelques problèmes avec la routine, hein, ont des difficultés de s'adapter à des changements qui sont imprévus. Et donc, c'est pour ça que dans la gestion de projet, il faut tenir compte de ça et faire attention à ne pas tous les jours modifier donc, les caractéristiques d'un programme à développer. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Et donc, ils ont donc des comportements répétés et stéréotypés. Et ils ont donc, je vous l'ai dit pour d'autres formes un instant, donc des perceptions sensorielles exacerbées, absolument incroyables. L'intolérance à certaines textures. Bon, ben, on n'en mettra pas. L'intolérance à certaines odeurs, on ne pas les frites, voilà. Ou l'intolérance au de lumière, l'intolérance au bruit. Eh bien, nous qui sommes aux ressources humaines dans l'entreprise et qui voulons travailler avec des autistes Asperger, eh bien, on s'organisera pour les mettre dans des conditions dans lesquelles ils vont pouvoir évoluer et dans lesquelles ils se sentiront bien. Alors, je vous disais que la manière d'évaluer donc
les autistes, trop souvent, on utilise une échelle qu'on appelle WAIS, qui est l'échelle de Wechsler. Donc, quelque chose qui est très connu, qui est très répandu. Hein. Si vous voulez, le schéma qui est ici, donc vous indique à peu près tous les aspects qui les intéressent, c'est-à-dire la compréhension verbale, l'indice de raisonnement perceptif, la mémoire de travail, la vitesse de traitement. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent, dans certains cas, pénaliser donc les autistes. Ce qui fait que, on va dire, dans 75% des autistes Asperger qui sont évalués avec l'indice donc, de Wechsler sont considérés comme des retardés mentaux, ce qui ne sont pas. Voilà. Donc, il y a, parce que, encore une fois, WAIS est très fondé sur l'expression verbale, là où justement les autistes, d'ailleurs Asperger ou non, donc éprouvent les plus grandes difficultés. Alors, cela dit, on peut faire autrement. Hein. Une certaine Fabienne Casalis, qui lui préconise donc une matrice qui s'appelle la matrice de Raven et qui ne fait pas appel à la parole et à la culture générale. Et là, cette fois-ci, on obtient des scores pour les autistes qui sont bien plus proches de la moyenne de la population. Donc, il faut que les ressources humaines le sachent. Casalis, d'ailleurs, considère les autistes Asperger comme, elles aussi, comme des hyperactifs qui perçoivent dans leur environnement beaucoup plus de détails que nous. Et c'est ça qui les caractérise souvent, le fait de voir plein de petites choses, plein de petits détails qui constituent donc un tout. Alors que nous, on est plus abordé par une forme de globalité. Ah, c'est tout à fait différent. Et pourquoi? Parce qu'ils sont câblés, donc différemment. Et la Britannique, qui s'appelle Neely Levy, qui travaille à l'université de Londres, le collège donc, de Londres, elle ajoute que les autistes sont organisés dans leur cerveau pour traiter les informations en situation de surcharge attentionnelle. C'est très intéressant, parce que ça veut dire que quand vous êtes dans un contexte de difficulté de compréhension d'une cible, on va dire d'une cible applicative, difficile à cerner, bon, eh bien les autistes sont mieux câblés que nous pour appréhender ces choses-là. Vous voyez? Donc, c'est ce que dit cette Britannique, cette Britannique s'appelle Levy. Bien. Alors, vous me disiez qu'on peut comparer, à mon avis, donc on fait un petit peu trop donc, la confusion, hein, comparer donc Asperger avec le haut potentiel donc, intellectuel et puis les surdoués. Encore une fois, il ne faut pas confondre. Alors, j'ai simplement mis sur ce schéma ce qui me semble être la différence hein, qu'il y aura donc entre les deux. Par exemple, en HPI, au potentiel donc intellectuel, forte empathie cognitive intelligence. Et donc, ces gens-là savent identifier les émotions des autres, ce que ne savent pas faire donc les autistes Asperger. Hypersensibilité émotionnelle, plus rarement donc hypersensibilité sensorielle, alors que on vient de voir à l'instant, les autistes, même donc Asperger, expriment quelques difficultés avec justement les aspects sensoriels. Pour les HPI, les émotions variées et exprimées facilement. Pour l'Asperger, des émotions qui ne sont pas exprimées. Le QI HPI, toujours supérieur à 130, donc énorme. C'est souvent le cas d'ailleurs de Asperger, avec donc comme il n'y a aucune déficience intellectuelle, mais il est tout à fait possible qu'un QI mesuré pour un thème donné, un particularisme donné, donnera des résultats Asperger qui ne sont pas bons. Mais en fait, on est quand même sur une évaluation qui est à très très haut niveau. L'intelligence émotionnelle donc, est très élevée, elle est basse pour Asperger. Les intérêts qui sont intenses et très variés, on l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas le cas des Asperger, intérêts qui sont intenses et beaucoup plus restreints, vous voyez, ils sont très bons dans les sujets qui les intéressent, ça c'est vrai. Le HPI est capable de travailler en multitâche, plusieurs choses dans la tête. Asperger, c'est plutôt monotâche. Mais alors, ils sont focalisés là-dessus et ils vont en tirer la totalité de la subscientifique moelle. Donc, très, très fort de ce point de vue-là. Un HPI, quand il est distrait, il revient facilement donc, à sa tâche d'origine, ce qui n'est pas le cas d'un Asperger qui considère ça comme un peu comme une violation. Vous voyez, on est rentré dans son territoire, on a modifié son raisonnement cognitif, donc il en éprouve un malaise. Imagination débordante chez les HPI, ce n'est pas le cas des Asperger.
donc beaucoup plus faible de ce point de vue-là, et souvent d'ailleurs limité donc, à un seul domaine. Les HPI ont une pensée qui résonance, on va dire, en arborescence, alors que Asperger, c'est plutôt d'une manière linéaire et très séquentielle, différente. Les HPI sont très perfectionnistes, alors que les Asperger sont aussi perfectionnistes, mais dans le cadre de leur propre intérêt, donc de ce qui les intéresse. Notre rôle aussi, ça sera pour un chef de projet, ça sera de susciter l'attention, l'intérêt, et ensuite de bénéficier du dévouement de l'autiste qui va donc travailler corps et âme sur le sujet qui lui sera donc confié. L'HPI est souvent introverti donc, ou extraverti sur les deux, alors que Asperger est plutôt, on va dire, introverti, ce qui n'est pas gênant d'ailleurs, hein, et a quand même besoin donc de solitude, ce qui est le cas par exemple pour les développeurs. Et puis l'HPI a besoin de changement et de nouveautés, alors que je vous disais, Asperger vit assez mal les nouveautés. Quand vous avez ça en tête, et quand les ressources humaines ont compris ce que c'était, ces choses-là, eh bien, on peut parfaitement essayer de se faire une charte d'accueil d'autistes Asperger pour leur confier des tâches qui nous sont très utiles à nous, mais on fera attention à ne pas déborder, à ne pas créer des obstacles qui ensuite nous poseront donc des problèmes. Bon. Alors, les caractéristiques, quels sont maintenant les aspects qui, moi, me paraissent fascinants, en tout cas, chez les autistes Asperger, et que l'on peut utiliser, donc d'abord, je vous l'ai dit, une grande rigueur. De grande rigueur. C'est même, par moments, vous avez l'impression que c'est presque maladif, alors vraiment maladif. On a l'impression qu'ils sont toujours en train de rechercher le Graal de la perfection, hein, et donc on se dit, mais non, non, ça marche, maintenant c'est bon. Ah non, il y a toujours un petit truc qui ne marche pas. C'est une espèce de rigueur. C'est une approche qui est souvent décalée des problèmes. Nous, on va traiter un problème d'une certaine manière. Bon. Eux, a priori, on a plutôt une approche qui est un petit peu différente, ce qui est très intéressant, justement. C'est une façon donc d'aborder, peut-être d'aborder donc des dérivages qu'on n'a pas compris ou qu'on n'a pas vus, et l'autisme permet justement, on va dire, de les aborder. Donc souvent, une approche différente, donc décalée des problèmes. Alors, ce n'est pas l'axe. Alors, d'abord, leur goût. On a la plupart des gens considèrent que les autistes sont forcément des scientifiques. Rien à voir, c'est pas vrai. Que ce sont tous des, vous voyez, c'est tous des Einstein. Même si Einstein était effectivement autiste, ce n'est pas le cas de tous les scientifiques. En fait, c'est pas l'abstraction qui les intéresse. Ça, c'est très important. C'est pas, vous voyez, faire une modélisation, c'est pas véritablement le truc qui les passionne. Eux, ce qui intéresse, c'est le petit micro-détail qui va contribuer à un ensemble plus vaste. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Hein. Et c'est donc la maîtrise, la chasse au cas particulier, vous voyez, l'analyse donc en profondeur, en restant toujours très concret. Et le chef de projet qui va travailler avec des autistes Asperger fera bien attention à ce qu'il n'y ait pas de divergence de ce point de vue-là. Et par exemple, lorsqu'on ferait, avec Scrum, on va faire une programmation en duo, hein, pour apprendre, pour introduire, mettons, un Asperger dans l'équipe, eh bien, on fera attention justement à aborder les problèmes d'une manière qui ne gêne pas la personne qui arrive. Et donc, à nous de savoir ça. C'est pour ça que je fais ce webinaire, parce que j'ai vu des choses absolument hallucinantes. Hein. Vraiment, des chefs de projet qui n'avaient rien compris, ou des directeurs informatiques à milieu de la réalité, et qui en fait se coupent de ressources absolument étonnantes. Alors, c'est vrai qu'un autiste Asperger, lui, il ne lâche jamais rien. Il va au bout. Il va au bout donc, de sa réflexion et de son projet. Vous voyez, et la réussite pour lui, c'est dans la perfection des détails. Et dans le monde du développement, reconnaissez quand même que c'est quelque chose de très intéressant. Hein, c'est ça, en fait. On a trop tendance, poussé par les délais de réalisation, de dire c'est fini. Et puis, vous avez des pans entiers de votre application qui ont été mal ou peu testés. Avec un autiste ou Asperger, ça n'arrivera jamais. Parce que lui, il va tout tester. Et dans le détail, voire même le micro-détail. Donc, merci. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'IBM a monté une équipe très importante d'Asperger chez lui, essentiellement pour
des applications donc, de qualité. Alors, je l'ai mis sur ce schéma, là, ici, trois aspects, donc, on va dire trois familles de qualité. Je vais revenir sur un certain nombre d'entre elles. Les aspects intelligents, donc cognitifs, hein, l'attention soutenue, la créativité, la logique, qui sont très, très logiques, l'excellente mémoire, hein, et puis l'attention aux détails, on dirait que tout ça contribue, on va dire, à l'aspect cognitif de leur qualité. L'efficacité, donc ils réalisent donc des solutions qui sont concrètes et parfaitement abouties, une productivité qui est très élevée, une bonne organisation, et puis ils sont capables de travailler de manière autonome. Et puis de la même manière, des qualités plus personnelles, cette fois-ci, par exemple l'empathie. En général, ils sont, si vous essayez de comprendre, ils sont vraiment sympathiques, voire c'est plus que ça. Et vous avez envie de mieux les comprendre et de les aider. Je crois qu'il y a une barrière qu'il faut franchir, mais après, c'est quelque chose de fantastique pour tout le monde. Hein. L'honnêteté, alors là, il n'y a aucun doute. Ils sont sensibles à la justice sociale. Il n'y a pas beaucoup de conflits qui viennent de ça peut arriver. Et ils sont très dévoués. À la limite, c'est presque on va dire le profil idéal de ce qu'est un développeur aujourd'hui ou le membre de mon équipe OTI. Et c'est la réalité. Alors, quelques caractéristiques sur lesquelles je voudrais un tout petit peu insister quand même, c'est la capacité à apprendre et à mémoriser très vite des concepts techniques complexes. C'est pour ça que moi, je vois très bien aujourd'hui, je citais le cas de la programmation donc des machines quantiques, qui fait appel, c'est la programmation de registres quantiques, et c'est quelque chose d'assez tordu, avec la mise en œuvre de concepts qui sont des concepts de mécanique quantique, et auxquels on peut ne rien comprendre. Hein. Et donc, si je devais faire demain matin une équipe pour faire du développement, au moins ce qu'on va appeler une preuve de concept, un POC, dans le domaine du quantique, je n'hésiterai pas une seconde, soit à mettre que des autistes Asperger, soit de mettre des autistes en nombre suffisant avec des programmeurs, on va dire, plus standards. Je n'hésiterai pas une seconde. Ils sont tellement à l'aise avec la logique d'appréhension des problèmes. Et c'est peut-être ça aussi la raison qui explique comment ils sont capables de visualiser dans leur cerveau le cheminement et la cinématique d'un programme avec des go-to, des breaks, des continues, et puis vous voyez, ils sont très à l'aise avec ça. Alors, bien sûr, ça les rend performants dans certains aspects des sciences, de l'ingénierie et des mathématiques. Alors, pour les mathématiques, je vois deux aspects importants. Vous avez soit des autistes Asperger qui sont suffisamment compétitifs, compréhensifs des principes de base, on va dire des mathématiques, qui leur permet de s'intégrer dans des programmes, dans des projets d'intelligence artificielle, soit ils sont très forts en mathématiques. Vous voyez, mais alors, le juste milieu m'intéresse moins. C'est plutôt l'appréhension minimum pour bien aborder les projets d'IA, et puis une appréhension de maximale. Mémoire absolument phénoménale. Et ceci sur de longues périodes. C'est ahurissant. Alors, tout le monde n'est pas comme ça. Tous les Asperger ne sont pas comme ça. Mais c'est quand même incroyable. On l'a dit, donc grande précision et donc souci du détail, ils ont peu et pas beaucoup de préjugés. Vous voyez, ils n'ont pas d'idées a priori, vous voyez, en béton derrière lesquelles ils vont se réfugier. Ils ne sont pas influencés par la pensée unique. Alors, on a beau leur dire des choses, bon. Au contraire, si on leur dit les caractéristiques de la pensée unique d'aujourd'hui, ils vont plutôt essayer de trouver des solutions originales, pas forcément contraires, mais originales. On a dit, c'est un cheminement qui est plutôt parallèle. Donc, ils ont une pensée originale qui est sans contrainte, ça c'est extraordinaire. Donc, ils sont libérés de tout ça et ils sont capables, même dans un environnement à condition qui soit propice, donc de s'adapter aux normes. Alors, ce n'est pas non plus leur qualité principale, c'est vrai, mais ils sont tout à fait capables, à condition d'y mettre les formes, donc de s'adapter aux normes. Ils sont respectueux des engagements, ils sont très honnêtes et particulièrement fiables dans les rapports humains. Et je sais que c'est quand même très appréciable quand vous développez donc un projet. Ils sont ponctuels, incontestablement, ça fait partie du détail. Hein. Ils peuvent rester concentrés pendant de très longues périodes, là encore à condition d'être motivés.
au point que des fois, il faut les sortir, sinon ils vont y rester pendant des années. Et c'est absolument incroyable. Ils sont omnubilés et ils ne s'arrêtent pas avant d'avoir trouvé la solution. Et puis alors, le nec plus ultra, ce sont des autistes Asperger, ont une capacité d'émerveillement extraordinaire. Et pour illustrer ce point, j'ai repris le texte célèbre du général MacArthur en 1945, qui disait que finalement la jeunesse, c'est une capacité d'émerveillement. Ce n'est pas une période de la vie, c'est une capacité de trouver quelque chose de fantastique, d'aborder un nouveau projet. C'est cet émerveillement, c'est ça. Et c'est ça qui, à mon sens, caractérise au mieux donc les autistes, au moins Asperger. Bien entendu, on n'a pas dit le contraire, hein, mais ils ont aussi un certain nombre de faiblesses pour lesquelles il faut s'adapter. On a parlé des problèmes sensoriels. Le management d'une équipe, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. On l'a vu d'ailleurs avec Alan Turing, quand il a décodé la machine Enigma, la gestion de l'équipe, ce n'était pas ce qu'il a fait de mieux. Hein. Ils ne sont pas très bons dans la résolution des conflits, ils n'aiment pas trop ça. Le travail en équipe, pareil, ce n'est pas forcément, on l'a dit, la chose la plus pratique et la plus aisée pour eux. Par contre, ils sont aussi mal à l'aise avec certaines méthodes et, on va dire, cheminements conventionnels qui leur sembleraient ne pas aller dans le bon sens. Quand ils trouvent quelque chose, je suis chef de projet, et je lui dis, voilà, on devrait faire ceci de telle manière. Si je dis quelque chose qui ne leur convient pas intellectuellement ou du point de vue efficacité ou sur certains détails, ils ne vont pas adhérer. Alors, la seule chose que je dois faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils n'adhèrent pas et ne pas dire a priori qu'ils n'ont pas. Il faut savoir qu'ils ont quelques difficultés donc avec, on va dire, ces cheminements, on va dire, conventionnels. Ils sont assez sensibles au stress et à l'anxiété de la communication, et ils sont souvent, mais ce n'est pas de leur faute, surqualifiés pour les tâches qu'on leur confie. Ahurissant, c'est vraiment des marteaux-pilons pour écraser une mouche. Hein. Ils sont souvent très surqualifiés, mais ça ne les gêne pas. Ils ne font pas ils n'ont pas cette réaction de dire oh, ben, c'est pas normal, je suis mal payé, je fais un travail pour lequel je suis beaucoup trop intelligent. Ils n'ont pas cette réaction-là. Voilà. Ils interprètent correctement donc les instructions. Je vous l'ai dit, ils ne sont pas à l'aise avec les changements. Ils acceptent difficilement les avis négatifs et les retours des autres. Ils ont un peu tendance à dire c'est moi qui ai raison, mais après tout, ça peut leur arriver d'avoir raison. Et par exemple, ils sont très sensibles et vulnérables aux taquineries. Alors, ça peut sembler un manque d'humour, je vais l'admettre, mais ce n'est pas nécessairement un défaut. Hein. Voilà, donc il faut faire attention à ne pas plaisanter et dépasser, on va dire, certaines limites. Alors, pour les prestataires, évidemment, tout ça est intéressant. Alors, depuis 2013, SAP donc confie à des autistes des tâches à forte valeur ajoutée, comme les tests de logiciels, la vérification de la qualité des produits. Et donc, pour SAP, les autistes à Asperger sont des programmeurs de rêve, et donc capables de s'adapter donc à des domaines nouveaux et dérangeants, hein, comme la programmation objet, programmation fonctionnelle, et comme je vous disais tout à l'heure, la programmation quantique maintenant. La société allemande que j'évoquais tout à l'heure, qui est la société Oticon, ne recrute maintenant que des personnes atteintes du syndrome d'Asperger. Là encore, pour tester donc des logiciels, et ils expliquent, eux, qu'ils ont, les autistes, une capacité très particulière à se concentrer sur quelque chose, et donc avec une disposition unique pour trouver donc des erreurs dans le code. Microsoft n'est pas en retard, a lancé un programme pour employer du personnel donc, autiste à Redmond, donc au siège, à peu près pour les mêmes tâches donc, que SAP, et ça porte ses fruits, d'après ce qu'ils nous disent. La compagnie danoise, que vous devriez connaître, intéressante, qui s'appelle Specialisterne, qui a été créée par un dénommé Sun en 2004, on les prend souvent comme exemple. Eh bien, parce qu'à l'origine, elle cherchait du travail à des autistes, c'est plutôt un rôle social. Hein. Eh bien, aujourd'hui, c'est des centaines de personnes. Ils sont installés donc dans 5 pays dans le monde et ils ambitionnent de faire embaucher plus d'1 million d'autistes dans le monde. Et puis d'autres compagnies se sont investies là-dedans. C'est IBM, mais aussi Google, avec son partenariat avec une compagnie qui s'appelle Autism Speak,
qui est une fondation américaine qui a construit la plus grande base de données donc, destinée à des informations génétiques sur 10 000 personnes autistes, hein, voilà, et donc qui est hébergée d'ailleurs dans le cloud de Google. Voilà. Et donc, les grands opérateurs sont déjà informés. Mais moi, je crois qu'à condition de faire un effort, eh bien, on devrait pouvoir arriver à les intégrer dans beaucoup plus de domaines que ça. Alors, je crois que justement, puisqu'on parle de domaines, il faut préciser, à mon avis, quels sont ceux pour lesquels on a parlé on va dire, de tests de logiciels, mais il y en a d'autres. Hein. Donc, quels sont, on va dire, les domaines pour lesquels les autistes Asperger sont plutôt faits que d'autres. D'abord, je vous l'ai dit, il n'y a aucune adéquation entre le monde scientifique et technique et celui de l'autisme. L'autisme traite parfaitement s'exprimer sous la forme musicale, vous voyez. Bon, c'est une question donc de goût, il n'y a pas d'adéquation entre les deux. Et tous les autistes, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, ne présentent pas d'intérêt pour la technologie. Ce n'est pas vrai. Il y en a, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Alors, en intelligence artificielle, on vient de le dire, donc on peut utiliser, on peut exploiter, entre guillemets, des autistes pour faire du développement, mais sans nécessiter pour autant d'ailleurs des compétences mathématiques très très élevées, et les expériences que l'on a dans ce domaine, parce qu'on touche quand même à des choses qui sont quand même un peu particulières, eh bien, les autistes Asperger s'avèrent souvent extrêmement brillants. On les trouve pertinents dans tout ce qui touche donc à la concrétisation donc des concepts. Passer du général au particulier, à sa mise en œuvre, d'un modèle à sa mise en œuvre, là, ils sont très à l'aise. Par exemple, ils sont passionnés par le bit 14 du PSW. Alors, ceux qui ont fait de la programmation en temps réel, donc le sauront, le bit 14, donc un PSW, c'est un mot d'état qui dit dans quel état se trouve une machine. Vous voyez, donc ils sont passionnés par ça, mais à la limite, ne s'intéresseront pas nécessairement à la signification et à l'intérêt du PSW perçu globalement. Par contre, le bit 14, alors là, ils savent tout sur lui. L'autisme a particulièrement donc, apprécié dans tout ce qui induit de s'échapper des approches traditionnelles. On a dit donc pour les processus quantiques, par exemple, quand il faut se substituer le principe du bit par le qubit et être à l'aise avec le principe donc, de Schrödinger, c'est pas évident. Hein. Les autistes Asperger sont beaucoup plus à l'aise. Lorsque la complexité et le niveau de détail d'un processus sont importants, là, pour eux, ce n'est pas des obstacles. Très adaptés à la science des données, hein, ce qu'on appelle le DQM-MDM, donc qualité des données et gestion des données donc, de référence, le MDM, hein, c'est un travail de bénédictin, un travail de précision, où il faut aller donc, dans le détail des choses, ce que veut dire une donnée, pourquoi la donnée est dans tel état et, pourquoi, et de qui elle hérite. Ça, c'est un travail, ils sont parfaitement à l'aise. Nous, beaucoup moins. Donc, nous, c'est les autres, hein, pas les autistes. Dans tout ce qui est sécurité et cybersécurité, bien sûr, là, ce sont des domaines où les autistes sont particulièrement donc, excellents, et ce que confirment tous les organismes spécialisés aujourd'hui. Et puis, par exemple, encore un domaine, pour vérifier la conformité réglementaire qu'on nous impose, par exemple, RGPD. On nous dit, votre système d'information, du point de vue des données, doit être conforme à RGPD ou avec un autre référentiel américain, par exemple. Et pour arriver à vérifier ça, ce n'est pas d'une évidence absolue. Là, parce qu'il faut aller dans le détail, retrouver des fichiers, des fois on ne sait même pas où ils sont, retrouver la signification donc, des éléments d'un fichier, et les autistes sont donc très à l'aise avec ça. Alors, pour terminer, puisque nous approchons donc, de la fin de cette présentation, quelques personnages donc célèbres. Alors, bien sûr, Alan Turing, qui pour moi, c'est le symbole donc, de la compréhension, j'allais dire, de la bêtise humaine, grand mathématicien qui a donc permis, grâce à son action, et ça a permis donc de réduire la durée de la guerre de plusieurs mois et sauver donc des centaines de milliers donc, de vies humaines. Mais comme il était donc homosexuel, on lui a demandé de se faire pas bien pour la bonne société britannique donc dans les années 50. Hein, c'était pas bien. Voilà, on lui a demandé donc de se faire soigner, entre guillemets. Les soins qu'on lui a imposés, en fait, il a fait choisir d'ailleurs aussi, lui, sinon il était condamné hein, pour homosexualité. Eh bien, l'ont conduit à se suicider donc en 1954.
Et ce n'est que dans les années 2010-2015 que la reine d'Angleterre, qui était déjà reine donc à l'époque en 1954, lui a accordé son royal pardon. Pardon, s'il y a des Britanniques parmi vous, pardonnez-moi de dire ça, mais je crois que c'était plutôt à la reine de demander pardon à Turing que l'inverse. Dans le domaine scientifique, vous trouvez des personnages tout à fait étonnants, tous autistes. Excusez du peu, c'est pas n'importe qui. Marie Curie, Albert Einstein, Grandin, qui est un professeur qui est très connu dans le monde de l'autisme, on la voit ici en bas à droite, professeur dit de zootechnie, très connu. Howard Hughes, John Nash, Isaac Newton, pas n'importe qui, Graham Bell, Thomas Edison, Henry Ford. Dans le domaine informatique, Bill Gates, Steve Jobs, Satoshi Tajiri, donc celui qui a donc créé Pokémon, donc aussi était autiste, Mark Zuckerberg, Bram Cohen, qui est l'inventeur du protocole BitTorrent, et puis d'autres, Greta Thunberg, dont tout le monde parle actuellement, et même Vladimir Poutine. Ce n'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, voilà. Et donc, j'ai même ajouté quelque chose. Ça peut être représenté comme un argument marketing. Et on l'évoquait tout à l'heure, Elon Musk s'est annoncé comme étant autiste. Voilà. Donc, si je suis autiste, c'est donc forcément que je suis très intelligent. Ouais. Des personnages quand même célèbres, absolument incroyables. Et vous remarquerez quand même que chez eux, il y a une capacité de voir les choses sans nécessairement les expliquer, ce cas d'Einstein, de voir les choses, pas forcément de les modéliser. Je dis, leur capacité de modélisation n'est pas forcément les plus élevées, mais une capacité de rassembler les détails et d'en faire un tout. La radioactivité avec le radium de Marie Curie, Einstein, bien sûr, avec tous les modèles, on va dire, donc, en mécanique quantique, donc, de ce grand visionnaire. Voilà. Alors donc, je termine avec ceci. Moi, ce que je suggère, c'est qu'il faudrait avoir une approche qui soit quand même un peu plus adaptée donc, au problème qui nous est posé, et donc d'avoir une approche différente. Je pense que la frilosité par rapport donc, à l'autisme n'est plus acceptable aujourd'hui. L'autisme, pas pour tout, ce n'est pas une maladie, mais un trouble neurodéveloppemental qui touche le comportement, mais ce n'est pas une maladie. Hein. Chaque trouble est spécifique et chaque cerveau est programmé différemment, il ne faut jamais oublier ça. L'expérience montre qu'en s'acharnant, il est possible de retourner en partie ou totalement la situation. Et c'est pour ça que j'ai mis ici à droite un exemple qui m'a beaucoup touché, qui est celui d'un acteur français qui s'appelle Perrin, et qui a un fils. C'est un acteur très connu, hein, Perrin, qui a un fils qui s'appelle Louis, donc Asperger, dont il disait qu'il n'avait pas les outils pour communiquer, pour boire ou pour manger. Il ne s'alimentait pas, il ne parlait pas, il ne buvait pas, il ne marchait pas, il ne dormait pas. La nuit, il dormait 1 heure sur 24 et il s'auto-mutilait. Aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de ça pour un retournement de situation. Il va monter dans quelques jours sur les planches dans un théâtre parisien pour interpréter, entre autres avec son père, une pièce de Molière, Les Précieuses Ridicules. Et je trouve ça rassurant, je trouve ça magnifique. D'abord, ça témoigne de l'acharnement qu'ont eu les parents de Louis Perrin pour essayer de le sortir de là, parce que c'est un peu ça qu'il faut faire, au moins pour certaines formes dures, on va dire, de l'autisme, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'ailleurs d'Asperger. C'est vrai que le prix est très très lourd à payer et on en a peur. Alors, malheureusement, il y a trop d'initiatives personnelles dans ce domaine qui sont liées en général, on va dire, à des cas familiaux et pas assez de projets publics. Ce n'est pas encore dans les mœurs. Dans les entreprises, on reprend trop souvent les mêmes exemples tels que celui d'Oticon. Il faudrait promouvoir donc les initiatives. Et il faut s'organiser, chers amis, donc à accueillir les autistes et peut-être prévoir, comme le fait une compagnie qui s'appelle Asperteam, un copain, on va appeler un buddy, pour certains autistes qui vont donc fonctionner en binôme. Ils vont donc avoir un espèce d'alter ego, un copain, et cette entreprise donc, a investi là-dedans et ça se passe parfaitement bien. Encore une fois,
Il ne s'agit pas de se donner bonne conscience, il ne s'agit pas non plus de dire que demain, on va tout résoudre. Mais il faut aller chercher, pour nous, côté informatique, il faut aller chercher des ressources qui sont susceptibles de nous rendre des services qui sont éminents. Vous voyez, là où des employés, entre guillemets, normaux, seront peut-être moins à l'aise. C'est ça que je voulais indiquer. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je sais que c'est un sujet qui est difficile. J'espère que je ne vais pas choquer encore une fois. Alors, vous retrouverez donc ce contenu, dans tous les contenus sont à votre disposition, bien entendu. Toutes les présentations PowerPoint, vous y avez accès, et vous avez donc la possibilité de récupérer tout ça demain, donc, à peu près en milieu de matinée.